lorsque, le 16 mai 1940, à Bordeaux, devenue capitale provisoire, le président du Conseil, Paul Reynaud, remet sa démission au président de la République, les hommes politiques français pensent encore vivre une de ces si nombreuses crises ministérielles qui ont émaillé la Troisième République. Néanmoins, le président de la République, Albert Lebrun, a, pour reprendre ses mots, l'heureuse surprise de voir la rapidité avec laquelle le nouveau président du Conseil, le maréchal Philippe Pétain, a constitué le jour même son gouvernement. Le premier acte de ce nouveau gouvernement sera de transmettre le lendemain 17 juin une demande d'armistice à l'Allemagne. Mais les négociations ne commenceront que le 21. Et pendant ces quelques jours, les adversaires de l'armistice ne désarment pas et envisagent un départ des pouvoirs publics en Afrique du Nord, même si pour sa part Pétain a déclaré qu'il ne quitterait jamais la métropole. Au Verdon, un navire, le Massalia, est d'ailleurs prêt à partir avec les parlementaires qui voudront s'embarquer. C'est alors qu'entre en jeu Pierre Laval. Il va avoir 57 ans. C'est un pur produit de la classe politique de cette Troisième République qu'il va pourtant faire disparaître en 3 semaines. Originaire de Châteldon, près de Vichy, avocat de profession connu comme l'avocat des pauvres et des syndicats, Laval a commencé sa carrière politique au début du siècle à l'extrême gauche et a été élu député socialiste en 1914. Profondément pacifiste, il n'a pas été mobilisé pendant la Première Guerre mondiale pour raisons de santé. Après-guerre, il a été élu maire d'Aubervilliers en 1923, mandat qu'il occupera jusqu'à la fin. Au cours des années 1930, il a progressivement rompu avec la gauche pour se rapprocher de la droite et a été une première fois à la tête d'un gouvernement de centre-droit en 1931 et 1932, où il a mené une politique pacifiste. Plusieurs fois ministre, il est à nouveau président du Conseil en juin 1935. Il s'est alors efforcé de surmonter la crise économique en menant une politique déflationniste mise en œuvre par décret-loi, en quelque sorte les ancêtres de nos ordonnances actuelles. Mais cette politique est vite devenue impopulaire, notamment au sein de la fonction publique, en raison de la réduction des traitements des fonctionnaires de 3 à 10%. L'arrivée du Front populaire a entraîné la chute de son gouvernement en 1936 et l'a écarté du pouvoir jusqu'à ce mois de juin 1940. Il n'est plus alors que sénateur et, toujours pacifiste, il va pendant la drôle de guerre prôner une médiation italienne qui pourrait selon lui sauver la paix. En juin 1940, Laval sent qu'il tient sa revanche contre ceux qui l'ont écarté du pouvoir en 1936 et qui, pour lui, portent la responsabilité de cette guerre. Mais il aura la déception de ne pas faire partie du premier gouvernement Pétain du 16 juin. Néanmoins, il ne va pas rester inactif à Bordeaux. Pour le pacifiste qu'il est, les combats doivent cesser et un armistice doit être signé. Il va ainsi s'opposer, parfois violemment, au départ alors envisagé du président de la République pour Alger. En effet, si celui-ci part en emportant avec lui les sceaux de la République, il ne sera plus possible de signer valablement un armistice. En revanche, il ne s'oppose pas au départ du Massalia pour l'Afrique du Nord, préférant éloigner les députés partisans de la poursuite et des combats. Le 23 juin 1940, l'armistice avec l'Allemagne est signé. Il n'est plus question de départ pour Alger. Laval a réussi. Et le même jour, il obtient de Pétain de pouvoir entrer dans son gouvernement comme ministre d'État, vice-président du Conseil. Qui est alors le maréchal Philippe Pétain en juin 1940 ? Il est né en 1856. C'est donc essentiellement un homme du XIXe siècle. D'ailleurs, à la déclaration de guerre en août 1914, il n'était qu'un militaire à la retraite avec le grade de colonel. Rappelé à l'activité, il a été nommé général dès août 1914, malgré son hostilité à la doctrine militaire de l'offensive à outrance. Il a connu son heure de gloire après février 1916, lorsqu'il commandait le secteur de Verdun, qui était alors l'objet d'une très violente offensive allemande destinée à saigner à blanc l'armée française.
Il est parvenu à contenir ces attaques et a acquis par la suite la réputation d'avoir été le vainqueur de Verdun. Titre aujourd'hui contesté par les historiens, qui rappelle que Pétain a quitté ce commandement au mois d'avril 1916 pour être remplacé par le général Nivelle, lequel a été considéré en décembre 1916 comme le véritable vainqueur de Verdun pour avoir repris le terrain conquis par les Allemands. Mais l'échec de l'offensive de Nivelle sur le chemin des Dames en avril 1917 l'a déconsidéré, et Pétain lui a alors succédé pour reprendre en main une armée épuisée, démoralisée et sujette à des actes de mutinerie. Son souci d'améliorer l'ordinaire de la troupe et de ménager le sang l'a rendu populaire auprès des simples soldats. Et c'est désormais lui, le seul vainqueur de Verdun. Après la guerre, une nouvelle carrière s'est ouverte à Pétain. Académicien, vice-président du Conseil supérieur de la guerre, inspecteur général de l'armée, il prône alors une politique défensive. Il a la réputation d'être un militaire républicain et rassure à droite comme à gauche. Après les émeutes du 6 février 1934, il a même été brièvement ministre de la guerre dans le même gouvernement que Pierre Laval. Pendant le Front populaire, certains à droite ont vu en lui un recours. L'idée l'a-t-elle séduit? Il a en tout cas eu l'habileté de garder le silence et de laisser à d'autres le soin de mener cette campagne. Seul maréchal de la Grande Guerre, encore en vie à la fin des années 30, à l'exception de Franchet d'Espéré, écarté de la vie publique en raison de son état de santé, sa popularité était grande, y compris à l'étranger. Et en mars 1939, le gouvernement l'a nommé ambassadeur en Espagne pour renouer le contact avec le nouveau régime du général Franco. Devant l'avance de plus en plus dangereuse de l'invasion allemande qui a débuté le 10 mai 1940, il est rappelé le 15 mai à Paris par le président du Conseil, Paul Reynaud, qui est désespérément à la recherche d'une personnalité capable de galvaniser le pays. Personne ne pourrait mieux faire l'affaire que le vieux vainqueur de Verdun, qui, le 18 mai, devient vice-président du Conseil. Philippe Pétain a 84 ans en juin 1940. Mais il est en pleine forme physique. Qu'en est-il toutefois du mental? Pour certains, s'il a l'esprit clair le matin, il souffre de perte de mémoire l'après-midi et a parfois l'air totalement absent. Mais ne joue-t-il pas aussi de son âge lorsqu'il est en présence d'une personne qui l'ennuie ou qui le gêne? Il affecte alors de ne pas bien entendre ou d'être fatigué et de somnoler. Car Pétain est un homme circonspect et méfiant, conservateur, prudent et attentiste. Pétain n'apprécie guère Laval, mais celui-ci apparaît désormais comme une force qu'il ne peut négliger. Et maintenant que l'armistice a été signé et est entré en vigueur, Laval songe à réviser la constitution de la Troisième République de 1875. Pétain n'a en effet guère envie de gouverner sous le contrôle de la Chambre des députés du Front populaire, et il veut des pouvoirs constitutionnels exceptionnels pour réformer le pays. Reste à en convaincre députés et sénateurs, et Laval va dès lors s'atteler à cette tâche. Mais dans l'immédiat, le gouvernement et l'ensemble des pouvoirs publics doivent quitter Bordeaux, que la Convention d'armistice a placé en zone occupée. Un retour à Paris ou à Versailles a un temps été envisagé, mais difficile de gouverner la France à partir d'une ville entièrement enclavée dans la zone occupée par les forces allemandes. La ville de Lyon pourrait faire l'affaire. Mais il n'est pas question pour Laval et Pétain de devoir cohabiter avec son maire, le chef du parti radical, Édouard Herriot, qui est également le président de la Chambre des députés. Le choix de Clermont-Ferrand, qui conviendrait à Laval, est également envisagé, mais la ville manque de locaux et d'hébergement. Et c'est finalement la ville thermale de Vichy qui est choisie pour être la capitale provisoire de la France. Cette ville, du fait de son important parc hôtelier, possède en effet toutes les infrastructures nécessaires, en particulier un central téléphonique moderne. En outre,
La ville est bien reliée en train à Paris et son environnement rural lui assure un ravitaillement suffisant. Et de toute façon, on est persuadé que ce ne sera que provisoire et que le retour à Paris ne tardera pas. La Grande-Bretagne n'est-elle pas sur le point de devoir capituler à son tour? La paix n'est-elle pas pour bientôt? Le personnel politique et les institutions s'installent donc à Vichy dès le début du mois de juillet. Pétain hésite encore sur l'opportunité de changer la Constitution, mais Laval se fait fort d'obtenir l'accord du président de la République, le terne Albert Lebrun, pour une convocation à cette fin du Sénat et de la Chambre des députés, réunis alors en Assemblée nationale selon le vocabulaire de l'époque. En effet, de nos jours, l'Assemblée nationale désigne la chambre basse où siègent les députés, tandis que la réunion des deux chambres, notamment pour modifier la Constitution, prend aujourd'hui le nom de Parlement. Dès le 2 juillet, il est donc décidé de convoquer l'Assemblée nationale en vue d'une réforme constitutionnelle. Laval envisage alors une sorte de monarchie républicaine dont le chef ne serait qu'une potiche et dont il serait le véritable détenteur du pouvoir. Quel beau travail on doit pouvoir accomplir à l'ombre de ce képi glorieux, a-t-il dit en faisant allusion au maréchal Pétain. Mais le 3 juillet, un drame va secouer le nouveau gouvernement et toute la France. En effet, à 7 heures du matin, plusieurs navires britanniques commandés par l'amiral Somerville se présentent devant la base navale de Mers-el-Kébir, près d'Oran, où mouille une partie de la flotte militaire française. Des navires de ligne tels que le Dunkerque et le Strasbourg, des cuirassés tels que le Bretagne, un porte-hydravion, des contre-torpilleurs. L'armistice a laissé à la France sa flotte, qui doit certes être démobilisée et désarmée, mais l'Allemagne a accepté qu'elle ne stationne pas en zone occupée. En outre, un ordre secret de sabordage a été donné pour le cas où elle tomberait entre les mains des Allemands ou des Italiens. Des navires mouillent dans divers ports de la Méditerranée, à Alexandrie, Bizerte, Alger, Toulon et Mers-el-Kébir. D'autres se trouvent dans les ports de l'Empire. Enfin, certains sont encore à quai en Angleterre. Churchill veut montrer à ses compatriotes, et surtout à Hitler, que son pays a la volonté inébranlable de continuer seul la lutte, quel qu'en soit le prix à payer. Il ne veut pas qu'Hitler puisse, malgré ses engagements, s'emparer de la flotte française alors intacte, ce qui, réuni aux marines allemandes et italiennes, lui donnerait un avantage mortel. Sa décision est prise, et il lance le 3 juillet l'opération Catapulte. En Angleterre, les navires français sont pris par surprise, et la Royal Navy est donc envoyée devant Mers-el-Kébir pour remettre au commandant de l'escadre française, l'amiral Jansoud, un ultimatum. Soit la flotte française rallie les Britanniques, soit elle part pour être désarmée dans un port en Grande-Bretagne, soit elle se rend aux Antilles pour y être désarmée sous contrôle américain. Mais ces trois options étaient diplomatiquement irréalisables pour les Français, compte tenu des termes de l'armistice que le pays venait de signer. On aurait néanmoins pu trouver un compromis, tel que la neutralisation sur place de la flotte française, comme cela a pu se faire au même moment avec la force X française qui mouillait dans le port d'Alexandrie en Égypte. Mais les ordres de l'amiral Somerville sont stricts et impitoyables. Il doit détruire la flotte française si l'ultimatum est repoussé. À 16h56, la marine britannique fait feu de tous ses canons sur la rade de Mers-el-Kébir. Les navires français immobilisés sont une cible facile. Le Bretagne, puis le Dunkerque et le Provence sont touchés. Seuls des contre-torpilleurs parviennent à atteindre la haute mer, accompagnés par le Strasbourg. Ils pourront rallier le port de Toulon. Le lendemain matin, ce sont encore des avions torpilleurs qui attaquent à leur tour le Dunkerque et un chalutier. Le bilan global sera terrible. 1297 marins français ont trouvé la mort. 351 sont blessés. Plusieurs navires sont détruits ou hors d'usage. L'allié d'hier est devenu un adversaire implacable. En France, lorsque la nouvelle est connue, l'émotion est énorme.
L'indignation est générale, tant au gouvernement que parmi les députés et sénateurs qui ont commencé à rejoindre Vichy. Sans aller jusqu'à déclarer la guerre à la Grande-Bretagne, on songe à des mesures de représailles. De fait, un premier bombardement sur Gibraltar est ordonné le 18 juillet, il ne fera que peu de dégâts. Surtout, Laval y voit un nouvel argument pour éliminer ce régime démocratique de la Troisième République qui, depuis l'entente cordiale, s'est lié avec la perfide Albion. Il continue à recevoir les parlementaires, à les séduire ou à les menacer si nécessaire. Il affirme vouloir prendre de vitesse les Allemands en réformant les institutions avant que ceux-ci imposent à la France leur propre réforme. Il ne veut pas d'une simple réforme des institutions de 1875, mais d'un véritable changement de régime. Son argument ? Le régime qui a conduit à la défaite ne peut survivre à la défaite. Persuadé de la capitulation à brève échéance de la Grande-Bretagne, Laval estime nécessaire de s'entendre sans tarder avec l'Allemagne victorieuse pour bénéficier de conditions de paix moins sévères. Il songe déjà, je cite, à une collaboration loyale et franche, notamment sur le plan économique, entre une France agricole et une Allemagne industrielle. Pour remporter la décision, Laval joue sur la peur de ses interlocuteurs. Peur de l'opinion publique qui rend le régime parlementaire responsable de la défaite. Peur des Allemands qui ne sont qu'à quelques dizaines de kilomètres. Peur des militaires français dont on peut craindre un coup d'État. Pendant ce temps, Pétain ne se montre pas, il laisse agir Laval en premier plan. La radio est utilisée pour appeler les parlementaires à rejoindre Vichy pour, je cite, « donner à la France la constitution nouvelle qu'imposent les circonstances ». On prépare le casino de la ville pour accueillir l'Assemblée nationale. Les parlementaires affluent et à partir du 6 juillet, ils seront déjà 600. La confiance en le maréchal Pétain pour réformer le régime et mettre en place une nouvelle constitution est entière. Et même les députés socialistes finissent par se rallier progressivement au projet d'une réforme constitutionnelle. Mais Laval se heurte à un obstacle au Sénat, où les sénateurs du groupe des anciens combattants, qui se méfient de lui, veulent soumettre directement au maréchal Pétain un contre-projet de réforme. Il s'agirait de suspendre l'actuelle Constitution jusqu'à la conclusion de la paix, et d'ici là, de déléguer le pouvoir législatif au maréchal Pétain, qui gouvernerait par décret. Par la suite, une nouvelle Constitution serait préparée par une commission compétente et soumise à l'acceptation de la nation. Ces sénateurs parviennent, après quelques difficultés, à présenter leur projet à Pétain, qui se déclare entièrement d'accord, mais les renvoie à Laval, qui, selon lui, a seul le pouvoir de décision. Bien entendu, ce contre-projet est fermement rejeté par Laval, qui, menaçant, leur affirme qu'en cas de rejet de son propre projet par l'Assemblée nationale, le pays se retrouverait soit entièrement occupé par les Allemands, soit soumis à une dictature militaire dirigée par le général Weygand. Le 7 juillet, les chambres sont officiellement convoquées en session extraordinaire et le lendemain est adopté en Conseil des ministres le projet de loi présenté par Laval ainsi rédigé. La Chambre des députés, le Sénat, déclare qu'il y a lieu de réviser les lois constitutionnelles. Pétain n'a pas prononcé un mot pendant les discussions. Le 9 juillet, députés et sénateurs se prononcent séparément sur le principe d'une réforme constitutionnelle. Le projet de loi est largement adopté, tant par la Chambre des députés que par le Sénat. Cette fois séducteur, Laval promet aux parlementaires que les chambres subsisteront jusqu'à la mise en place des assemblées prévues par la future Constitution. Enfin, le 10 juillet, les parlementaires se réunissent en Assemblée nationale dans la vaste salle de spectacle du théâtre du Grand Casino. Il manque néanmoins 176 parlementaires, parmi lesquels les 26 députés et le sénateur embarqués sur le Massalia. Outre les 61 communistes,
déchus de leur mandat par Daladier après la signature du pacte germano-soviétique. Deux projets de réforme constitutionnelle s'affrontent, car les sénateurs anciens combattants maintiennent leur projet. Laval se veut rassurant. N'est-il pas lui-même un vieux parlementaire, sénateur de surcroît? Et il se pose à nouveau en protecteur, agitant une fois de plus le spectre d'un coup d'État militaire. Et surtout, il a l'habileté de se présenter comme le porte-parole du maréchal Pétain, en brandissant la lettre que celui-ci lui a remise, et qui se termine par ces mots, je cite, « Monsieur le Président, comme il m'est difficile de participer aux séances, je vous demande de m'y représenter. » Ainsi, son projet de réforme constitutionnelle est bien celui du maréchal Pétain, même si aucun des sénateurs présents ne semble s'étonner de ce que Pétain, pourtant président du Conseil, n'ait pas souhaité venir présenter son projet en personne devant l'Assemblée nationale. Pour remporter la décision, Laval accepte d'accorder à ses sénateurs anciens combattants, je cite, une satisfaction de principe. Son projet initial prévoyait en effet que la future Constitution devait être ratifiée par les assemblées à venir. Il propose désormais de l'amender pour dire que cette future Constitution sera ratifiée par la nation. Certes, mais qu'entend-on exactement par une ratification par la nation? Il n'y aura pas de réponse. Mais Laval offre avec autorité son projet à des parlementaires accablés par la défaite et l'exode, inquiets pour leur avenir, sans point de repère. Le vote a lieu le 10 juillet 1940 à 19h. Le texte défendu par Laval est adopté par 569 voix contre 80 et 17 abstentions. L'article unique de la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 qui vient d'être adopté est ainsi rédigé. L'Assemblée nationale donne tout pouvoir au gouvernement de la République, sous l'autorité et la signature du maréchal Pétain, à l'effet de promulguer par un ou plusieurs actes une nouvelle constitution de l'État français. Cette constitution devra garantir les droits du travail, de la famille et de la patrie. Elle sera ratifiée par la nation et appliquée par les assemblées qu'elle aura créées. Le député radical Vincent Badi, qui a voté contre, s'écrie « Vive la République quand même !» Ce à quoi d'autres répondront « Vive la France !» Voilà comment on renverse la République, déclarera Laval le lendemain. La Troisième République vient en effet de se suicider. Et en ce 11 juillet sont promulgués les 3 premiers actes constitutionnels. Le premier est rédigé dans un style plutôt monarchiste. Nous, Philippe Pétain, maréchal de France, vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940, déclarons assumer les fonctions de chef de l'État français. En conséquence, nous décrétons l'article 2 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 est abrogé. L'article qui vient ainsi d'être abrogé était le seul à faire allusion à la fonction du président de la République. Cette fonction est donc supprimée et cette disparition entraîne celle de la République. Le président Lebrun n'aura même pas eu à démissionner. Il disparaît en même temps que sa fonction. L'acte constitutionnel numéro 2 fixe les pouvoirs du chef de l'État, abrogeant toutes les dispositions contraires des lois constitutionnelles de 1875. Le maréchal Pétain exerce ainsi l'ensemble des pouvoirs exécutifs. Il nomme et révoque les ministres qui ne sont responsables que devant lui, administratifs en Conseil des ministres, législatifs à la place du Parlement, et même quelques mois plus tard, judiciaire, par l'acte constitutionnel numéro 7 du 27 janvier 1941, qui lui permet de prononcer des sanctions pénales contre les ministres, hauts dignitaires et hauts fonctionnaires qui auraient trahi les devoirs de leur charge.
Enfin, le troisième acte constitutionnel ajourne sine die le Sénat et la Chambre des députés. Personne ne semble avoir alors relevé que la loi constitutionnelle du 10 juillet avait donné tout pouvoir au gouvernement du maréchal Pétain et non pas à sa personne même, alors que par l'acte constitutionnel numéro 2, ces pouvoirs sont conférés au seul maréchal. Le 12 juillet, un nouveau gouvernement de 12 ministres est mis en place. Laval devient vice-président du Conseil, tandis que Pétain cumule les fonctions de chef de l'État et de président du Conseil. Par l'acte constitutionnel numéro 4 du même jour, Laval obtient enfin d'être désigné comme le dauphin du maréchal. Certains pensent que Laval a, au cours de ses journées, manipulé le vieux maréchal qui n'aurait pas compris ce qui était décidé en son nom. Peut-être Laval le croit-il lui-même. Mais il apparaît au contraire que Pétain a bien l'intention d'exercer ses nouveaux pouvoirs. Il veut instaurer un nouveau régime, l'État français, en lançant une véritable révolution culturelle avec la Révolution nationale. Ce nouveau régime est-il, en juillet 1940, un régime fasciste ? Il manque deux caractéristiques du fascisme. L'instauration d'un parti unique, auquel Pétain s'opposera toujours, et un expansionnisme guerrier. On pourrait plutôt parler, pour reprendre l'expression du sociologue politique Max Weber, d'un régime autoritaire charismatique, avec un pouvoir concentré entre les mains d'une seule personne, faisant l'objet d'un véritable culte de la personnalité, sans contre-pouvoir ni contrôle politique, du fait de l'ajournement des chambres, de la suspension des conseils généraux des partis politiques et de la censure omniprésente. Ce régime est né le 10 juillet 1940 sur les décombres de la Troisième République. Il subsistera un peu plus de 4 années. Mais si, pour l'immense majorité des Français, en cet été 1940, la guerre est terminée, il n'en est pas de même pour la Grande-Bretagne. C'est en effet le début de la bataille d'Angleterre.